Bonjour à tous et bienvenue pour Les Marchés en Action, notre émission de décryptage des marchés. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 8 juin. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vais le connaître par cœur celui-là à force. Vos rendez-vous de la semaine, tous les matins, le Morning Meeting d'Anthony Bondin, version écrite et version audio. Tous les jours, Planète Bourse avec Roxane Nojac. Vous avez aussi les vidéos de Xavier Delmas sur la chaîne YouTube. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché, les actualités économiques passées et à venir, et un top flop avec des graphiques macroéconomiques pour mieux comprendre la situation actuelle. Alors, focus marché. Dow Jones et S&P 500 sont en manque de catalyseurs. Ils travaillent leur record historique à l'horizontale depuis un mois en attendant la Fed, la Réserve fédérale américaine, le 16 juin prochain. Nouveau record annuel pour le DAX, nouveau record pour le CAC qui est soutenu par les bancaires, le luxe et les valeurs cycliques, et notamment Airbus ces derniers temps. Les médias sont encore remplis du projet du taux minimum d'imposition des multinationales, mais les premiers écueils se profilent, comme l'écrivait Anthony Bondin ce matin, notamment aux États-Unis, où la frange dure du Parti républicain se met en ordre de bataille pour s'opposer à ce projet. 305 milliards de dollars ont été injectés dans les ETF américains depuis le début de l'année 2021, contre 249 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2020. Donc, on a eu une entrée massive de particuliers en 2020, mais cette entrée massive continue en 2021, et ce, alors qu'il n'y a plus de confinement. Les banques centrales dicteront la marche à suivre. Nous avons rendez-vous avec la BCE jeudi 10, donc dans 2 jours, et le 16 juin, nous avons rendez-vous avec la Fed. Ces deux banques centrales s'exprimeront sur l'inflation, et puis sur d'éventuels tapering, c'est-à-dire le ralentissement d'achat d'actifs dans le temps, ce que scruteront bien évidemment les opérateurs des marchés. Le pétrole WTI qui avait cassé les 67 $, ses plus hauts annuels la semaine dernière, est allé chercher un objectif haussier théorique et psychologique à 70 $. Il fait une pause. L'or, dont on avait vu qu'il grappillait petit à petit et qu'il pouvait potentiellement faire un pullback sur les 1850-60 $, l'a fait. Et il s'est stabilisé autour des 1895-1900 $, donc toujours solide. Même chose pour l'argent qui latéralise entre 27 et 28 $ depuis plusieurs semaines. Quant au Bitcoin, il est en échec sous les 40 000 $, n'arrive pas à rebondir, il retrouve ses plus bas récents, à cause de différentes actualités, ainsi qu'à des tweets d'Elon Musk, comme d'habitude. La dominance, c'est-à-dire la part du Bitcoin dans le total des crypto-monnaies, est au plus bas de l'année, mais on notera que d'autres crypto-monnaies, pour ceux que cela intéresse, arrivent à tirer leur épingle du jeu. En termes d'actualité économique, nous avons eu les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis vendredi, les fameux NFP. Les NFP pour Non-Farm Payroll sont ressortis inférieurs aux attentes avec 559 000 créations d'emplois alors que le consensus attendait 645 000. Et on pourrait se dire dans ces cas-là, la statistique est mauvaise, donc les marchés vont baisser. Mais non, car en ce moment, bad news is good news, c'est-à-dire qu'une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Les marchés apprécient qu'il n'y ait pas de tension en fait sur le marché du travail, donc une moindre inflation des salaires à venir. Qui dit peu d'inflation, pas de pression sur l'inflation, pas de pression sur la banque centrale, pas de tapering. Donc en gros, en ce moment, quand on a des chiffres un peu inférieurs aux attentes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Preuve en est, ça a donné un coup de fouet au Nasdaq qui est reparti comme en 40 vendredi dernier et qui surperformait encore ce lundi. On a eu également la publication de l'ISM des services aux États-Unis qui est ressorti à 64 points alors que le consensus attendait 63 points. C'est un plus haut depuis 2005, donc de 16 ans. Ça montre à quel point la reprise est forte, historique, mais sera-t-elle pérenne ou temporaire? Telle est la question.
À ce sujet d'ailleurs, nouvelle émission sur Zone Bourse qui a été réalisée avec Christophe Barrot, le plus grand chef économiste français, si je puis dire, parce que c'est le meilleur prévisionniste Bloomberg sur les États-Unis, sur la Chine, et ce depuis des années. Donc, nouvelle émission avec Franck Morel de Zone Bourse et Christophe Barrot, chef économiste chez Market Securities. Vous pouvez suivre cette émission sur la chaîne YouTube de Zone Bourse, dans laquelle, justement, un point a été fait sur la macroéconomie et sur les perspectives des États-Unis. Cette semaine, on notera en statistique l'inflation, toujours, en Chine, mercredi à 3h30. La BCE jeudi à 14h30, comme je vous le disais, c'est le rendez-vous de la semaine. On suivra en même temps jeudi les chiffres d'inflation aux États-Unis à 14h30 et on terminera la semaine avec la confiance du consommateur vendredi à 16h. On va passer au top flop. Alors, ici à gauche, vous avez les indices, le Global Service et l'US Service. Donc, c'est les indices des PMI, des services dans le monde et aux États-Unis. Et on peut voir que les PMI des services sont en train de repartir très fort à la hausse. C'est le fameux effet rebond post-Covid. On a eu un trou d'air à la baisse et maintenant on connaît une envolée à la hausse avant une éventuelle normalisation. Qui dit recovery dit croissance économique, dit tension sur les prix, c'est la raison pour laquelle on a le pétrole qui remonte aussi fortement ces derniers temps, et vous pouvez voir à quel point les anticipations d'inflation dans le temps sont totalement corrélées au cours du pétrole. Ici à gauche, vous voyez l'indice des surprises économiques de Citi, et ça montre bien que les statistiques publiées ces dernières semaines sont bien supérieures aux attentes, et c'est ce qui soutient les marchés. La macro est au rendez-vous. D'ailleurs, quand on regarde l'indice Recovery Tracker aux États-Unis pour voir à quel point les États-Unis sont en train de redémarrer, on peut constater qu'on est à 93% de recovery aux États-Unis avec une reprise globale de l'ensemble des secteurs. Simplement, nous avons connu un effet rebond très puissant et du coup, parce qu'on avait eu une forte baisse des résultats l'année dernière, nous avons une très forte hausse cette année. Mais il faut noter qu'à partir du troisième trimestre de cette année, les effets de base devraient s'estomper. Raison pour laquelle les chiffres devraient par la suite se normaliser. Et c'est la vitesse de cette normalisation, la vitesse à laquelle la croissance économique va retomber, l'inflation également, qui dictera un peu la suite sur les marchés. D'ailleurs, nous pouvons constater une petite dichotomie entre les indices américains et la croissance des résultats aux États-Unis et ainsi que du PIB aux États-Unis. Ici, vous avez un graphique qui montre le PIB aux États-Unis depuis 70 ans. Et on peut voir que le PIB monte depuis 70 ans. On peut voir que les résultats d'entreprise suivent depuis 70 ans. Et on peut voir que les indices suivent également depuis 70 ans. Simplement, vous aurez peut-être remarqué que le PIB est sur une sorte de plateau montant progressif. Les résultats d'entreprise avec le Covid se sont stabilisés, mais les indices, eux, ont continué leur course haussière. On dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais là, les branches touchent les nuages. Et donc, vous voyez, il y a un écart entre le cours du S&P 500, les résultats et le PIB américain. Dans l'espoir que le PIB et les résultats continuent de grimper et rejoignent le S&P. Mais ça montre bien la puissance avec laquelle les banques centrales soutiennent artificiellement le marché action et peut-être qu'à un moment donné, sait-on jamais, nous aurons une resynchronisation entre la croissance du PIB, les résultats d'entreprise et les indices boursiers. Donc tous les graphiques qu'on vient de voir montrent que tout va bien, mais qu'on pourrait connaître une sorte de stabilisation, une normalisation de la situation d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Ensuite, des graphiques concernant des occurrences ou des séries statistiques. Souvent, sur Twitter ou dans des articles, vous pouvez voir des personnes plutôt haussières ou baissières utiliser des graphiques historiques comme référence. À gauche, vous avez le graphique d'un baissier qui nous montre que à chaque fois que les taux réels ont atteint 0% ou sont passés dans le négatif, historiquement, cela correspondait à des points hauts de marché. Et donc, avec ce graphique, cette personne-là nous dit « Attention, on est peut-être sur un point haut ». À droite, ici, vous avez une série statistique utilisée par un investisseur, un analyste haussier.
Le but de cette série statistique est de montrer que depuis 1950, à chaque fois que le mois de mai a vu une performance du S&P 500 supérieure à 10%, et bien à chaque fois, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 occurrences, enfin 10 occurrences jusqu'ici, on est dans la 11e, puisqu'au mois de mai, on a gagné près de 12% sur le S&P 500, et bien dans 100% des cas, le reste de l'année a été plutôt positif. Donc à gauche, un graphique qui nous dit de shorter, à droite, une série statistique qui nous dit d'acheter, et concernant cette thématique, justement, je vous invite à aller voir une vidéo sur la chaîne Zone Bourse réalisée par Xavier Delmas qui s'appelle Réalité ou coïncidence et qui nous parle justement des occurrences et des séries statistiques. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas 5 ans, 10 ans ou 15 ans ou même plus d'années de bourse derrière eux, il faut savoir que le journal The Economist est souvent à contre-courant. Le journal The Economist a publié récemment un rapport pour dire que tout allait mal au Brésil et on pourrait en déduire que la monnaie brésilienne pourrait chuter fortement. Sauf que The Economist arrive souvent après la bataille et arrive souvent sur des creux. Quand The Economist publie « Attention, les marchés chutent », c'est souvent le point bas. Quand The Economist publie « Tesla va super bien, c'est magnifique sur les GAFAM », généralement les GAFAM se replient. Donc la question se pose ici. The Economist est très baissier sur le Brésil et la monnaie brésilienne. Et ici à droite, vous voyez un graphique de la monnaie brésilienne contre le dollar qui donne plutôt l'impression qu'on est sur un creux potentiel avant un rebond technique. Donc ça, c'était juste pour le côté éducatif. Si dans 3 mois ou 6 mois, on voit des articles de The Economist disant les actions sont au plus haut, c'est génial, il faut qu'on achète tous, ce sera peut-être le moment de faire attention. Ici, à gauche, un graphique des IPO, des introductions boursières depuis 2016. 5 ans d'introduction boursière en France. Et ce que l'on peut constater, c'est que globalement, eh bien, les performances sont plutôt dans le rouge. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Pour vous montrer qu'il faut être sélectif dans le cadre des introductions boursières. On en a beaucoup en ce moment et nombreuses d'entre elles ne fonctionneront pas. Donc soyez bien sélectifs, choisissez bien vos dossiers. Et parfois, peut-être, laissons l'introduction se faire, laissons le marché prendre la température et ensuite, peut-être seulement, interviendrons-nous sur ces valeurs. Ici, à droite, un graphique pour montrer que AMC et GameStop, les valeurs suivies par les forums aux États-Unis, les forums Reddit ou l'équipe des Wall Street Bet, ces valeurs qui ont été extrêmement shortées par des fonds d'investissement, eh bien, elles explosent ces derniers mois et elles ont une contribution très forte dans l'indice Russell 2000, l'indice des small caps américaines. Donc là, c'est David au pluriel contre Goliath au pluriel. C'est les particuliers qui se liguent contre les fonds d'investissement. Et lorsqu'ils voient qu'une valeur est très shortée, massivement shortée par les fonds, eh bien, ils essayent d'engendrer des mouvements de short squeeze, c'est-à-dire des mouvements où une masse d'acheteurs va pousser l'action vers le haut et va forcer les méchants fonds d'investissement à se racheter. Et il faut dire que parfois ça fonctionne et que certains fonds d'investissement se prennent des belles claques sur ces valeurs. C'est le retour de Main Street, les gens du peuple, contre Wall Street, les gens de la finance. Et puis pour finir, des petites illustrations. Ici donc le FOMO sapiens. Qu'est-ce que FOMO? Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, c'est la peur de louper des opportunités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les particuliers rentrent massivement, quel que soit le prix sur les marchés, parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, le marché va continuer de monter et qu'il faut absolument se placer à l'achat. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Et c'est ce qui fait que parfois, on a des accélérations haussières fortes sur des titres, puis derrière, ça retombe. En gros, les gens foncent sur ce qui bouge. Un coup sur les IPO, un coup sur les SPAC, un coup sur les cryptos, un coup sur les actions trop shortées. Et on a comme ça des mouvements de foule qui sont très puissants. Pour ceux qui penseraient que les jeunes se rebellent et qu'ils essayent de prendre la main sur la bourse, que ce soit via des short squeeze sur AMC ou via les crypto-monnaies, sachez que ce n'est pas une nouveauté. En 1998, Forbes titrait déjà
qu'une armée d'enfants tourmentait Wall Street. Ce n'est donc pas la première fois que les jeunes et les gens hors bourse, hors capitalisme essayent ou viennent semer la zizanie sur les marchés. C'est une récurrence et ce depuis plus de 20 ans. Voilà donc pour cette première partie d'émission. Assez rapide, 15 minutes. J'espère que ce format vous convient. Des explications sur les derniers mouvements de marché, les statistiques et l'environnement macroéconomique et des flux de marché. On va passer maintenant à la deuxième partie d'émission sur la plateforme de ProRealTime. On regardera rapidement indices, matières premières et Bitcoin comme d'habitude. Et puis par la suite, on passera à vos actions préférées. Dans l'émission du jour, j'ai mis un point d'honneur à tout ce qui était trend following, que ce soit sur des valeurs du SRD, petite faute sur mon document, il faut lire SRD et trend following, sur les small et les mid caps, ainsi que sur les valeurs internationales. On verra à quel point il est quand même beaucoup plus évident de faire des gains sur des actions qui sont haussières, qui donnent des signaux haussiers, qui cassent des plus hauts de 3 mois, des plus hauts annuels ou des plus hauts historiques, plutôt que d'aller essayer d'attraper des couteaux qui tombent. C'est l'heure de la pause café, à tout de suite. Petite dédicace à Noélia avec un Yann Tiersen ce matin. Hop là. Et on va passer sur la plateforme de ProRealTime et on commence avec le CAC 40. Le CAC 40 est sur des rails haussiers. Petit à petit, il grignote, étage par étage. Il est haussier, c'est indéniable. Et tant qu'il sera au-dessus des 6470, voire des 6444 points, il n'y aura pas d'alerte. Simplement, parce que nous avons rendez-vous avec la BCE et que nous sommes mardi, je pense que nous pourrions assister à une petite latéralisation, d'où ma petite flèche ici vers la droite. Je pense que les opérateurs vont être plutôt attentistes. Demain, mercredi, on n'a pas de statistiques majeures et jeudi, on a rendez-vous avec l'inflation américaine et la BCE. Donc, il y a de grandes chances qu'on se stabilise attentiste en attendant la BCE. Je ne suis pas baissier, je ne peux être qu'objectivement haussier, mais je nous invite quand même un petit peu à la prudence, peut-être à lever un peu le pied. On est bien monté ces dernières semaines, c'est la fête sur les marchés, on a bien profité sur toutes les grosses capitalisations, le luxe a explosé, des cycliques se sont repris, les bancaires sont au plus haut, ok. Mais maintenant, attendons de voir le discours de la BCE qui est attendu de pied ferme par les opérateurs. Concernant le pétrole, le voici, il était dans un range dont il est sorti par le haut, il est pratiquement allé chercher le haut de son range, il s'est arrêté sur le seuil psychologique des 70$, et je pense que tout comme les indices américains qui font une petite pause et qui attendent la Fed, le pétrole pourrait faire de même et pourrait stabiliser à plat aussi pendant quelques séances. Concernant l'or, c'est très propre.
On était dans un canal baissier, on en est sorti par le haut en cassant la moyenne mobile à 200 séances, qui était plutôt positif. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on grappillait petit à petit et qu'un pullback ne serait pas de refus, notamment pour ceux qui voulaient rentrer sur repli. Et on a fait pile poil, vous voyez, un petit retour comme ça, à 1860, juste au-dessus du petit trait que j'avais tracé ici, du breakout du canal, et de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc pour l'instant, l'or est toujours aussi à long terme, aussi à moyen terme, aussi à court terme, tant qu'il est au-dessus des 1850 $. Seul un retour sur ce seuil changerait un petit peu la donne. Concernant l'argent, on végète, attentiste, en attendant peut-être la Fed la semaine prochaine qui donnera le tempo sur inflation, taux et donc dollar américain. Et concernant le Bitcoin, le voici. Le Bitcoin nous a fait un beau rounding top sur les plus hauts. Il a lâché. On est revenu sur les 30 000 $ et c'est vrai qu'on avait eu des réactions positives. Et sur d'autres cryptos comme l'Ethereum, Solana, Cardano, on a eu des rebonds qui pouvaient faire 30, 40, 50%, ce qui était assez impressionnant. Mais arrêtons-nous pour l'instant au Bitcoin. Force est de constater qu'il est toujours baissier. Il est en train de revenir vers les 30 000 $. Soit on a une réaction positive entre 30 000 et 33 000, on stabilise, on remonte et on stabilise à ce moment-là dans un range, tout simplement. Soit on vient mettre en danger les 30 000 $, auquel cas dessous on pourrait avoir un gros trou d'air. Je ne suis pas devin, je n'en sais rien, comme je l'ai dit vendredi dernier sur l'émission des cryptos sur BFM. Pour moi, les cryptos, si on en a, c'est une petite partie du portefeuille et on fait du dollar cost average, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du trading, on ne cherche pas le point bas, on en achète tout simplement un petit peu tous les mois ou tous les trimestres pour le garder pour des années, au cas où la classe d'actifs des cryptos n'en serait qu'à ses débuts. Mais on ne se met pas en risque, on ne se met pas en levier, on ne fait pas que du Bitcoin puisqu'actuellement il est délaissé alors que d'autres altcoins profitent. On fait ça avec parcimonie, avec une petite fraction de son portefeuille, avec des achats réguliers et avec une diversification. On va maintenant passer sur nos actions et je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ces cas en particulier, certains à titre éducatif, d'autres parce qu'ils pourraient donner des signaux. Et on commence avec ADP. ADP, la voici. Je pense que le graphique se passe de commentaires. Généralement, un bon graphique se suffit à lui-même. Bon, ici, vous pouvez voir que ADP s'est stabilisé dans un grand range. Point positif, on a une moyenne mobile à 200 périodes qui est désormais avec une pente haussière et on a des cours qui sont réactifs dessus et qui sont dans une pente haussière depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de janvier. Le bémol, c'est cette barrière qui semble pour l'instant infranchissable, la zone des 115-117 € qu'on a testé une fois en mars 2020, une deuxième fois en juin 2020, une troisième fois en décembre, une quatrième fois en mai, une cinquième fois en juin. Donc voilà, que ADP ait rebondi, que ADP soit revenu sous résistance, ok. Maintenant, il va falloir vraiment que l'activité reprenne pour de bon, que les gens puissent voyager, que les aéroports tournent pour que peut-être elles réussissent à casser cette zone des 117 puis des 120. Le jour où ADP cassera les 120 €, ce sera un signal très très fort, mais en attendant, on est pile sous résistance. Argan, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Argan était une des stars de 2020 dans un canal haussier absolument magnifique. Donc ici, on a une action qui est haussière à court terme, moyen terme, long terme. Je rappelle que Argan est un spécialiste des plateformes logistiques. Fait assez amusant, elle ressemble un peu à Equinox. Je vous montre pourquoi. Equinox est une valeur qui a l'habitude de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière et puis de casser des obliques pour accélérer. Et vous pouvez voir que sur Argan, on a la même chose avec des obliques qui cassent et des mouvements haussiers qui se font par la suite. Alors le fait est que ici on fait un mouvement haussier, on consolide, un mouvement haussier, on consolide et qu'on vient de faire un mouvement haussier. Donc acheter maintenant ne me semble pas forcément un timing parfait. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que cette valeur est en train de casser des plus hauts historiques. Donc
valeur haussière dans toutes les unités de temps, qui est en train de casser ses plus hauts historiques. Soit on prend le risque d'en acheter un petit bout maintenant sur la cassure par principe, soit on escompte de nouveau une sorte de latéralisation, stabilisation comme elle sait le faire et comme elle l'a fait à plusieurs reprises par le passé, pour pouvoir éventuellement en acheter sur repli et pour pouvoir jouer, mettre à profit la prochaine accélération haussière. En tous les cas, et c'était le but de l'émission du jour, j'ai choisi des titres dont on n'a pas parlé depuis longtemps, qui en silence continuent, pour la plupart, on le verra, leur dynamique haussière de fond. Big Ben Interactive, ce n'est pas le cas, c'est différent. C'est un lecteur qui me l'a demandé. Et là, c'est pour vous montrer qu'on est bel et bien dans une dynamique haussière de long terme. On est au-dessus de la MM200, ce qui est plutôt positif. Mais nous sommes dans une consolidation qui dure déjà depuis plusieurs mois et qui pourrait encore durer plusieurs mois, voire plusieurs semaines. On a un premier niveau clé de soutien qui est à 18,40 €. On a un deuxième niveau clé de soutien en cas de trou d'air sous MM200 qui se situe à 17 € et qui correspond au plus haut d'avant Covid. Donc zone numéro 1, zone numéro 2 de soutien pour ceux qui voudraient acheter sur d'éventuels replis pour mettre à profit la tendance haussière de long terme. Mais sinon, pour d'autres, on attendra tout simplement la cassure de l'oblique baissière qui fait résistance au-dessus des prix. Certes, on est sur support et on a une dynamique haussière de fond, mais on ne sait pas combien de temps peut durer cette latéralisation, donc certains attendront gentiment la cassure de cette oblique. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une valeur dont j'ai parlé ce matin sur Twitter, qui est Gossin. Gossin, Nextedia, Big Ben Interactive, beaucoup de titres qui ont fait de beaux parcours par le passé et qui stabilisent depuis des mois sont maintenant en position d'attente posée sur leur moyenne mobile à 200 périodes. Mais il faudra, en plus de tenir cette moyenne mobile à 200 périodes, casser les ROB, c'est-à-dire les obliques baissières qui font résistance au-dessus des prix. Certains achèteront les supports, d'autres attendront calmement les cassures de résistance. Ensuite, Bolloré. Alors, Bolloré explose, tout comme Financière Daudet, qui est détenue aussi par Bolloré, tout comme Vivendi, qui est détenue aussi par Bolloré. Donc Vivendi, j'en parle souvent, je vous en ai déjà parlé, elle est dans un beau canal haussier, mais vous voyez qu'elle est toujours sous ses plus bas de février, là où Bolloré, elle, surperforme et a déjà dépassé ses plus hauts de février. Donc là, on a vraiment une superbe tendance haussière. Et quand on regarde à long terme, on voit qu'on a fait une belle cassure ici à 4,35 €, les plus hauts de 2019, et que les prochains objectifs haussiers théoriques, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, regardez aussi ce qui se passe en données hebdomadaires quand on prend du recul. En fait, ça fait 5 ans qu'on est dans une longue consolidation baissière, et avec les annonces de vente d'Universal Mobile, la forte hausse de Vivendi, etc., on est en train de casser ce canal baissier de long terme. Et donc, comme objectif haussier théorique, on a un premier objectif haussier ici à 4,80 et un deuxième objectif long terme ici qui est à 5,30. Donc beau dossier qui monte sans bruit, qu'on peut acheter soit sur cassure haussière comme la cassure récente, soit sur éventuel pullback, soit sur éventuel repli. Si on revient tester la zone des 4,20 € avant de continuer de monter, ce sera l'occasion de rentrer pour certains retardataires. Euromedis Group, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce dossier. On va aller faire un tour en parallèle sur le site de Zone Bourse. Donc Euromedis qui est spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel médical à destination des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, etc. C'est une valeur qui est extrêmement bien notée sur le site de Zone Bourse, que ce soit en note de trading ou en investissement. C'est une valeur effectivement qui a fait un chiffre d'affaires exceptionnel en 2020 et en 2021 grâce au Covid, chiffre d'affaires qui devrait se normaliser, mais la rentabilité, elle, devrait être très forte et devrait continuer de permettre à cette société de dégager un résultat net positif dans les années à venir. De ce fait, post-publication de résultats, elle a commencé à baisser et j'ai essayé de définir un point d'entrée optimum pour pouvoir rentrer dessus. Je vous ai donc préparé une analyse sur Zone Bourse avec un point d'entrée qui a été touché hier à 15,80 €. Le concept était d'attendre en fait une longue baisse
pour qu'on revienne vers des supports et qu'on puisse mettre à profit ces supports en vue d'un nouveau démarrage. Pourquoi ai-je choisi la zone des 15,80? Eh bien parce que les cours baissaient et que la moyenne mobile à 200 périodes haussières arrivait au contact. Donc pour moi, le point sur lequel on peut intervenir est situé ici. J'avais une zone entre 15,50 et 16 euros et j'ai défini un point d'entrée entre les deux à 15,80. Il a été touché hier. Voilà. Et vous avez, comme d'habitude sur le site Zone Bourse, la stratégie, le stop et l'objectif. Ensuite, Corian, qui m'a été demandé par un lecteur. Et là, on prend du recul sur la situation, on regarde un graphique de 4 ans et on voit que c'est vraiment très brouillon comme dossier. Point positif, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Point négatif, elle est un tout petit peu baissière. Point positif, on tient un niveau horizontal ici sur le seuil psychologique des 30 euros. Point négatif, la valeur est quand même extrêmement neutre à moyen terme. Donc si vous êtes déjà dedans, il faut espérer que les 30 euros tiennent. Et votre objectif haussier théorique se situe ici à 33,50, soit les plus hauts de 2021, touchés au mois de janvier et au mois d'avril. Et puis pour finir, et aussi introduire la partie trend following, voici un titre dont on parle très rarement encore, donc Wavestone, qui est dans une tendance haussière court terme, moyen terme et long terme. Wavestone, c'est un des leaders indépendants du conseil en Europe. C'est le premier cabinet de conseil indépendant en France. On peut voir qu'en 2019, la valeur était déjà délaissée, 2020 a achevé les acheteurs. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on pouvait tracer une belle oblique passant par tous les pics de 2019, de 2020 et de la fin 2020. Et ici, on a eu un changement d'état d'esprit validé par des beaux volumes. Donc on avait une valeur qui était baissière. Ce que j'apprécie moi énormément, c'est quand une valeur baissière casse la moyenne mobile à 200 périodes. Ensuite, elle vient faire son pullback sur la moyenne mobile à 200 périodes pour nous montrer la pertinence de cette dernière et le fait que les prix veulent rester au-dessus. Donc un premier bon point, deuxième bon point, troisième point avec la cassure. Et ensuite, c'est du trend following avec des plus bas de plus en plus haut qui caractérisent la tendance haussière. Et si vous êtes dans ce dossier, eh bien vous vous laissez porter tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tant qu'on ne casse pas le plus bas précédent. Vous espérez qu'on va réussir à dépasser la zone horizontale ici sur les 40 euros qui bloquent un petit peu ces dernières semaines. Et votre objectif haussier théorique en cas de cassure des 40 euros, ce seront les niveaux historiques supérieurs, la zone des 42, puis les plus hauts historiques à 45 euros. En effet, post-Covid, certaines sociétés sont en train de se remettre et voient même leur activité accélérer et pourraient même retourner à des niveaux d'avant-Covid, voire même à des niveaux historiques. C'est la raison pour laquelle on a certains dossiers comme ça qui, sortis de nulle part, sont en train d'opérer des magnifiques rallyes haussiers et sont en train de revenir, de challenger ou de dépasser leur plus haut historique. On passe maintenant au trend following sur les petites valeurs et on va commencer avec Cabas, hop là, qui fait un très beau mouvement de retournement. Donc Cabas est un groupe européen leader de l'univers du smart home, la maison intelligente. C'est des spécialistes de l'audio haute fidélité sous la marque Cabas, la domotique et les solutions pour le confort de la maison. Je vous montre la fiche valeur de Cabas sur le site internet de Zone Bourse et je vous montre ce qui est attendu par le consensus en termes de fondamentaux. Ce que l'on peut voir en fait, c'est que la période 2020 et 2021 est un tournant pour cette société. On a un chiffre d'affaires en 2020 qui s'est stabilisé, qui n'a pas beaucoup baissé malgré le Covid. On attend des nouveaux records historiques de chiffre d'affaires en 2021, une forte hausse en 2022. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'avant, la société perdait de l'argent et qu'en 2022, elle pourrait enfin en gagner. Donc c'est ce qu'on appelle ici une sorte de recovery, avec un consensus qui était baissier, qui est en train de repasser un peu plus neutre haussier, avec des révisions qui sont plutôt positives, notamment sur les bénéfices par action.
Donc c'est typiquement ce que l'on appelle une valeur en recovery et ça se voit sur le graphique. C'était une valeur baissière en 2017, en 2018, en 2020 et en 2020. Fin 2019-2020, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a la configuration du phénix. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est quand une valeur extrêmement baissière se stabilise, enfin, dans une sorte de range. On voit une forte hausse intervenir qui permet de casser la moyenne mobile à 200 périodes, et ce, avec des volumes historiques. Ensuite, tout comme sur d'autres valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure, on a un test positif de la moyenne mobile à 200 périodes. Une fois cassée, elle est retestée. La valeur donc se neutralise, sa moyenne mobile à 200 périodes se retourne, elle est dans un range avec une zone de prix bien identifiable autour des 4,80 en résistance, puis à un moment donné, on a de nouveau un signal haussier fort, soutenu par de nouveau des volumes très puissants qui montrent qu'on a un changement d'état d'esprit puisque pour la première fois, on va inscrire des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Nous avons donc la naissance d'une dynamique haussière, ce qui est une des caractéristiques du trend following, cassure de MM200, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a donc la naissance d'une dynamique haussière. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde l'oblique baissière qui bloquait les prix depuis des années et qu'on tire cette oblique baissière, eh bien on peut voir qu'on l'a travaillé pendant 1 ou 2 semaines, qu'on est revenu un petit peu s'en approcher, la tester, puis que les acheteurs ont pris la main. Donc là, vraiment, on a une validation d'une grosse zone horizontale à 4,90 qui fait désormais support. On a de nouveau créé une zone de résistance avec des mèches, un petit peu comme on l'avait fait ici à plusieurs reprises. On en a créé une nouvelle ici à 5,70, testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et elle vient de casser il y a une séance, hier, lundi, avec de nouveau des volumes et une cassure. Donc, recovery potentiel, fondamentaux en retournement, cours en retournement. Sur ce type de configuration, les acheteurs espéreront, pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui en ont, bravo à vous. Petite dédicace d'ailleurs à Lionel qui suit cette valeur sur Twitter et qui fait un très beau suivi dessus depuis des mois. Alors j'espère pas qu'elle va baisser, la seule chose que je dis c'est que à l'intérieur de ce mouvement, on a des hausses, des baisses, des hausses, et si on avait une baisse, donc un retour sur support sur la zone des 5,40, 5,60, eh bien ce serait l'occasion pour ceux qui veulent rentrer sur repli de mettre à profit ce dernier et de rentrer sur ce dossier pour mettre à profit justement cette éventuelle recovery. On passe à un autre petit titre dont j'ai très peu parlé, notamment par sa faible liquidité. Vous savez que je parle peu de certains dossiers parce qu'ils ne sont pas très liquides. Bon, ici, je ne suis pas en train de vous parler d'un éventuel breakout, donc je ne vais pas l'engendrer moi-même. Excel Industries donc, est spécialisé dans les pulvérisateurs destinés au marché agricole industriel. Il y a quelques semaines, je me disais, bon, faut chercher des titres un petit peu spéciaux. Donc j'étais tombé sur cette valeur qui était plutôt bien notée chez Zone Bourse. Et pourquoi est-ce que je vous ai choisi cet exemple aujourd'hui? Eh bien pour vous montrer que parfois, il faut voir un peu plus grand. En effet, j'avais décelé une zone horizontale qui était très travaillée au mois de janvier, février, mars. J'ai anticipé la cassure de cette zone horizontale puisque le marché était bien soutenu. Et j'ai mis un objectif de hausse de 10%. La valeur a pris 35%. Donc là, c'est juste un exemple pour vous montrer que parfois, il faut voir un petit peu plus grand. Ici, on avait une zone horizontale de prix. J'ai anticipé la cassure qui donnait un objectif rapide à 10%. Mais pourquoi sortir à 10% quand le dossier peut en prendre 30%? Et c'est là où je vous invite tout simplement à faire du trend following. Tant qu'on a des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut, on se laisse porter. Et si à un moment donné, on casse une oblique de soutien, si on casse la moyenne mobile à 20 jours, si le trend s'arrête, il sera largement temps à ce moment-là de prendre des bénéfices et ou de sortir. Mais c'est tout simplement pour vous montrer que quand on a une belle valeur qui est quand même très spécialisée et peu regardée, ce que j'aime bien en fait parce que les titres qui sont trop suivis par tout le monde, on a des fausses cassures, des fausses accélérations, des retombées de prix. Alors que les titres qui sont très peu suivis, dont personne ne parle,
peuvent être parfois beaucoup plus propres et faire des hausses assez importantes, et ce, en silence. Donc, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Ensuite, Pharmagest, titre qu'on a adoré en 2020, puisqu'il est passé de 43 à 120, donc pratiquement x3. Ça fait plusieurs semaines que j'invite à la prudence et à l'attentisme sur ce dossier. On a un superbe niveau ici autour des 84 euros. Et donc j'attends gentiment qu'elle revienne sur ces 84 euros et qu'elle y réagisse. Vous voyez que c'est une valeur qui est superbe à long terme. Vous voyez que c'est une valeur qui réagit plutôt bien sur des niveaux horizontaux. Donc ici, le niveau horizontal, il est très clair autour des 84-85 euros. J'attends donc que les prix baissent sur ce niveau, qu'une réaction intervienne, et alors il sera potentiellement le temps d'acheter ce support. Reworld Media avait publié des très très bons résultats au mois de mars qui l'avaient fait décoller. Elle était dans une consolidation horizontale ces dernières semaines et je l'attendais à 3,70. D'ailleurs, vous avez une stratégie sur Zone Bourse qui disait si elle revient à 3,70, on achète. Parce que ici, entre 3,70 et 3,80, nous avons un gap haussier qui n'a pas été fermé. Alors que la valeur était en stabilisation horizontale, je crois que jeudi dernier, elle a dû être donnée par un site internet ou par une revue financière française, ce qui l'a fait redémarrer. Donc certains ont joué la cassure et sont dedans en espérant que la hausse perdure. Pour les autres, qui attendraient un point d'entrée parfait, si je puis dire, alors parfois ce point d'entrée ne viendra jamais, mais parfois il suffit d'attendre un petit peu. Sait-on jamais, puisqu'on a une petite respiration indicielle, on pourrait peut-être considérer en fait qu'on est dans un range pour l'instant et qu'on n'arrive pas à passer la borne haute à 4,40, 4,45. Et donc éventuellement on pourrait avoir un repli avec un test des 3,80, voire même un comblement du gap. Et pour les patients qui veulent un point d'entrée parfait, eh bien la zone des 3,70, 3,80 serait au top du top. Encore un dossier dont personne ne parle, ou presque, petite dédicace à Tino, trend follower qui a de très beaux graphiques, Thermador Group. Thermador Group, encore un dossier particulier, certes pas très liquide, raison pour laquelle j'en parle peu, mais exemple parfait de trend following, hausse, stabilisation, hausse, stabilisation, hausse, stabilisation, et ainsi de suite. Donc dans ces cas-là, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on remonte les stops de protection sous les derniers creux. Le dernier creux est à 83 euros. Si on casse les 82-83 euros, il sera le moment peut-être de prendre des bénéfices et d'aller voir ailleurs. Mais pour le moment, voilà, c'est un long fleuve tranquille, c'est un exemple de trend following. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un peu tard pour rentrer. Sait-on jamais, si ça se trouve, une fois qu'on sera sorti de cette consolidation horizontale, elle ira à 100 euros. Il n'est peut-être jamais trop tard. Mais c'est aussi pour habituer vos yeux. Regardez Thermador, comme les autres valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Cassure de MM200 ici, le pullback sur MM200, le démarrage de tendance haussière. Donc c'est ce type de configuration de trend following qu'il faut rechercher. Des valeurs qui se sont retournées, des valeurs qui sont repassées haussières, des valeurs qui, pour celle-là par exemple, sont sur des tendances court terme, moyen terme, long terme haussières et qui sont très puissantes puisque Thermador a cassé ses plus hauts historiques en décembre dernier et continue sa course depuis. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le genre de configuration que l'on recherche. Et vous voyez tout à l'heure on regardait Wavestone. Donc, Wavestone qui en est à ce niveau-là, vous voyez. Plus haut en 2018, grosse conso, et là on est en train de revenir vers les plus hauts. Et Thermador, elle avait fait des plus hauts en 2018, et dès le mois de décembre, elle a cassé ses plus hauts de 2018, donc ça montrait bien la puissance du mouvement, et le fait qu'on était dans une superbe hausse, et la cassure des 66 ici était superbe, et c'est aussi ce genre de configuration de cassure de plus haut d'il y a 2 ans ou 3 ans que vous pouvez essayer de rechercher.
Two-Axe, c'est un peu différent parce qu'ici, vous voyez qu'on fait des plus hauts et des plus bas depuis 5 ans. Donc c'est un peu moins haussier que les Wavestone ou encore Thermador qu'on a regardé tout à l'heure. Mais on est quand même ici dans du trend following. Signal aussi avec cassure de MM200, pullback sur MM200, énième reflux vers MM200, naissance d'une dynamique haussière avec cassure de plus haut, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Mais ici, ça pêche un petit peu. Alors, faut pas en demander trop non plus. Le titre est passé de 3 à 10 euros. Il a triplé en l'espace de quelques mois. Simplement, vous voyez un petit peu que comme sur Big Ben que je vous ai montré tout à l'heure, ou comme sur Gossin, ou d'autres valeurs qui sont comme ça dans des canaux baissiers ou sous des obliques baissières, on est certes au-dessus des MM200 qui fait soutien et on est au-dessus d'une valeur trend following, mais on espère qu'on va sortir des consolidations baissières depuis quelques jours ou quelques semaines par le haut, et ce n'est que la sortie par le haut validée par des cassures haussières et des volumes qui relancera la dynamique haussière. Si on n'arrive pas à sortir de cette dynamique baissière de court terme, on peut revenir vers MM200, voire la mettre en danger. Donc on attend des signaux forts pour éventuellement reprendre le train en route. Enfin, une autre valeur trend following absolument magnifique, c'est une GLB, vente unique. Donc qu'est-ce qu'une GLB? C'est une valeur qui a cassé ses plus hauts historiques, qui correspondait en plus à la zone de son cours d'introduction. C'est une valeur qui s'est introduite en 2018 à 11 euros. Elle a baissé fortement ensuite, elle s'est reprise en 2020 et on a eu un signal très fort, soutenu par des volumes, cassure de plus haut historique et de cours d'introduction, donc validation de la GLB à 11 euros, puis 100% de hausse derrière. Eh bien, un peu comme Two-Axe, un peu comme Gossin et d'autres que je vous ai montrés, certes elle est très belle à moyen long terme, mais elle n'en demeure pas moins sous consolidation baissière de court terme. Donc si on en a, on fera attention. Pour le moment, il n'y a aucun signal. Si on veut en acheter, on attendra la rupture de l'oblique à la hausse. Et si on en a, qu'on est haussier, qu'on fait de très beaux gains, on n'oubliera pas de remonter ses stops de protection et d'éventuellement prendre des bénéfices si on vient à casser le support des 17,50 €. En effet, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tout va bien. Mais si on commence à casser le plus bas précédent, c'est que la tendance de court terme passerait potentiellement de neutre à baissière. Et donc qu'on rentrerait dans une pause sur ce dossier. Et donc qu'il serait peut-être le moment de prendre quelques bénéfices. Pourquoi pas. On va terminer avec le trend following international avec Accenture. Donc là, pour vous montrer une récurrence sur cette action qui a l'habitude de réaliser des doubles creux avant de repartir, double creux fin 2020 avant de repartir, double creux en début 2021 avant de repartir. Ici, nous sommes en tentative de double creux. Est-ce que ce sera suffisant? Ou est-ce qu'on va travailler la zone un peu plus longtemps? On va voir. Mais ici, c'est le même constat. On a une dynamique haussière qui est puissante, qui est belle. On a une stabilisation à plat. Et il faudrait sortir par le haut du petit range dans lequel on est actuellement et réussir à casser les 287 $ pour relancer la dynamique en direction des plus hauts, voire de nouveaux records. Donc ici, soit on achète la zone horizontale avec un stop serré, soit on achète l'éventuelle cassure du range par le haut pour jouer la tendance haussière. Academy Sport and Outdoor, donc là c'est l'exemple de trend following parfait sur une valeur américaine, introduite en octobre dernier, très rapidement en GLB, très rapidement en trend following. Et ici, une façon de faire qui est assez amusante, c'est que à chaque fois qu'on a un trou d'air sous MM20 puis une reprise de la MM20, ça redémarre. Trou d'air sous MM20, reprise, 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 et ainsi de suite. Donc, en fait, dans ces cas-là, on attend les trous d'air sous MM20 pour acheter et jouer la continuation de la hausse. On est dans une hausse millimétrée, absolument parfaite, dans laquelle on essaye de se laisser porter le plus longtemps possible. Et pour ceux qui aiment bien les valeurs américaines, on essaye de trouver des valeurs qui viennent de ce côté en bourse depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui démarrent des dynamiques haussières de la sorte pour essayer d'en prendre sur des cassures haussières ou des trous d'air sous MM20 quand on voit que c'est une habitude qu'elle prend.
Et puis ensuite, on la laisse courir gentiment tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Betterbird à Amsterdam, belle valeur trend following, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On était dans un triangle, donc vous voyez un petit peu comme les Gaussins et autres valeurs qui étaient dans une latéralisation depuis un certain temps, elle était dans un triangle. On a cassé violemment ce triangle avec des volumes et un superbe chandelier, ce qui permettait de faire un trade rapide de 5,50 à 6,50 et de gagner pratiquement 20%. J'avais écrit une analyse sur le site Zone Bourse à ce moment-là. Et puis là, on est pile poil sous les records à 6,50. On va avoir la publication des résultats. Et si les résultats sont de bonne facture et qu'on casse les 6,55, on donne un nouveau signal et on peut viser ensuite les niveaux suivants. Pour trouver les niveaux suivants, on revient dans le passé et là on se rend compte que c'est une sorte de recovery sur Betterbird, une valeur qui a baissé pendant des années, qui s'est stabilisée, qui a essayé de casser MM200 une première fois qui n'a pas réussi, qui a réussi en force à le faire en juillet 2020 et qui depuis est dans un trend following. Et donc pour trouver les niveaux suivants, on regarde par le passé. Là, on bloque sous une zone de gap historique qu'on avait ouvert ici en juin 2018. Et si on regarde les gaps précédents par le passé, on en a un autre ici à 8,90, un autre ici à 11,50. Et ce sont des objectifs haussiers théoriques long terme. Donc voilà, je ne dis pas qu'elle va s'envoler de 50%, mais si on casse les 6,50, il y aura très certainement une nouvelle accélération avec 10-15% à la clé. Canopy Growth dans les valeurs cannabis aux États-Unis. On est stable. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les cours sont sous MM200, la MM200 qui bloque. Les acheteurs essayent de reprendre le dessus avec des volumes très forts, mais pour l'instant, la MM200 bloque. Donc j'attendrai une clôture effective au-dessus de la MM200 qui serait un premier signe plutôt positif. Une cassure des 27 $ des plus hauts de la semaine dernière serait aussi un signal positif. Et le gros signal serait la cassure des 29 $, niveau qu'on a testé à plusieurs reprises par le passé. On aurait alors là un changement d'attitude, un changement de dynamique. On aurait repris MM200 et on casserait une résistance. Pour l'instant, c'est très neutre. Donc 27 et 29 à casser pour espérer quelque chose. Et c'est à peu près d'ailleurs toutes les mêmes configurations sur le secteur. Ensuite, je voulais vous montrer ça. Sesa, en Italie. J'ai rarement vu une valeur de trend following aussi belle. Merci Pixel pour nous l'avoir montré. Anciennement Made in Italy 1, c'est une société dont la principale activité est des technologies de l'information. Donc voilà, distribution automatique informatique à valeur ajoutée. Je vous laisse regarder la fiche valeur sur Zone Bourse. Note de trading 5 sur 5, note d'investissement 5 sur 5, anticipation de hausse de chiffre d'affaires continue pour les années à venir, avec une rentabilité, un résultat net positif à partir de 2020 faible et puis qui monte jusque 2023. C'est ce qui explique donc ici ce magnifique parcours haussier. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, comme quoi, qu'on a des magnifiques valeurs, des beaux rallyes haussiers. Simplement, parfois, il faut sortir un peu de la France, parfois aller en Italie, en Espagne, en Allemagne ou au Portugal pour trouver ce genre de valeurs. Alors là, bien évidemment, acheter maintenant est compliqué, mais vous voyez que c'est une hausse, une conso, une hausse, une conso, une hausse, peut-être une conso à venir. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a eu une cassure de plus haut, on a gagné 20%. Cassure de plus haut ici, on stabilise, puis on gagne 20-30%. Donc voilà, ça c'est du trend following. Beaucoup disaient depuis plusieurs semaines que le trend following c'était terminé. Non, le trend following sur small cap spéculatif suivi par tout le monde, c'est peut-être terminé à court terme, mais le trend following sur des bons dossiers de qualité dont personne ne parle, ça continue, ça continuera. Toujours que les marchés soient haussiers ou soient baissiers, des valeurs en trend following, il y en a partout. Ensuite, on retourne aux États-Unis avec Starbucks Carrière. Donc là, on est dans un retournement moyen terme, puisque vous voyez une sorte de double creux gigantesque, creux en 2016-2017, nouveau creux en 2019-2020,
Et on a fini par casser la zone des 15,40 $, une grosse zone de résistance datant de 2018. On l'a cassé, on l'a travaillé, et on a réussi à s'en affranchir. Donc là, on est vraiment dans un gros retournement haussier de marché. Un lecteur me disait, voilà, quelle zone de prix on pourrait surveiller pour une réaction positive. J'avais noté les 18 $, on s'est arrêté juste avant à 18,50 $. Et ça aussi, c'est très positif comme configuration. Tendance haussière qui accélère, une belle base ici qui a été créée. On pourrait espérer, escompter une latéralisation à l'intérieur de laquelle il serait possible de rentrer avec un stop sous les 18,50 pour pouvoir jouer, mettre à profit la continuation de la hausse vers les plus hauts annuels, voire de nouveaux records, et ce, dans le sens de la tendance. Et on finit avec une deuxième valeur cannabis, Sundial Growers, qui est baissière à long terme. Elle a été cotée en 2019, elle s'est cassée la figure par la suite. De toute façon, c'est à peu près le lot de toutes les valeurs cannabis aux États-Unis qui parfois avaient des croissances fortes mais des rentabilités complexes, dirons-nous, qui certaines ont des dettes absolument énormes. On voit bien que comme sur Canopy Growth, Aurora Cannabis et d'autres valeurs du secteur, il y a eu une spéculation, c'est vrai, ces 10 derniers jours, mais c'est retombé quand même relativement rapidement. Il y a un manque global de tendance. On peut noter par contre une belle zone de soutien entre 0,75 et 1 $. On peut noter que les cours ont pris appui sur la MM200 et tentent le retournement. Donc peut-être qu'on est au tout début, vous voyez, d'une sorte de recovery, baisse, stabilisation, retournement. Mais il y a pour l'instant un manque de dynamisme. Donc pour ceux qui aiment bien le dossier, il faut essayer d'en avoir au plus près des 80 centimes, dirons-nous. Ceux qui veulent en acheter, faut attendre un éventuel repli sur cette zone-là avant une éventuelle reprise d'appui peut-être sur MM200, ou bien attendre un signal fort, la cassure des 1,60. On a les plus hauts récents à 1,50, on a une barrière ici à 1,60 travaillée en février dernier. Donc il y en a qui achètent les replis parce qu'ils veulent croire au cannabis, à ce dossier en particulier, et avoir un point d'entrée sur un support clé. Ou bien il y en a qui attendront que vraiment les valeurs cannabis se reprennent avec une reprise digne de ce nom, avec des volumes historiques et des cassures fortes. Et on attendra dans ces cas-là la cassure des 1,60 pour jouer, pour mettre à profit cette éventuelle recovery. J'ai dit le mot jouer à peu près 20 fois dans cette émission. Vous remarquerez qu'à chaque fois je me suis repris parce qu'on ne joue pas en bourse, on investit. Voilà, c'était la dernière valeur de cette émission. Des marchés donc qui sont toujours haussiers, toujours soutenus, un petit peu attentistes peut-être avant les rendez-vous de Banque Centrale. Ce jeudi BCE, la semaine prochaine Fed. Je vous souhaite à tous un très bon trading, un très bon investissement, une bonne journée, une bonne semaine. Merci à tous ceux qui font des commentaires sur YouTube. Merci à tous pour vos pouces bleus sur YouTube et vos encouragements. J'espère que cette émission de moins d'une heure vous aura plu, ainsi que son rythme, ainsi que les exemples choisis à titre éducatif et de vulgarisation principalement. Et je vous retrouve sur Twitter, sur BFM, puis sur YouTube la semaine prochaine. Au revoir à tous.